fait là. Je crois que je m'aime assez. Vous aimez? Je suis très sévère. Sous les lumières éblouissantes des années 1960, Marie Laforêt, née Maïtna Doumenac, était l'icône aux yeux d'or de la France. Sa voix envoûtante et son regard captivant incarnaient l'élégance d'une époque en reconstruction après la guerre. Mais derrière ce voile de glamour, des blessures profondes se cachaient, enfouies pendant des décennies. À l'âge de 58 ans, lors d'une interview émouvante en 1998 pour Paris Match, elle brisa enfin le silence, révélant un trauma d'enfance qui avait marqué son existence entière. Un abus subi à 3 ans qu'elle avait refoulé pendant 40 années. Comment une étoile si brillante a-t-elle pu porter un tel secret? Un fardeau qui transforma ses rêves en ombre persistante. Qui lui a volé son innocence, laissant des cicatrices invisibles qui influencèrent tes choix de vie de ses 5 mariages tumultueux à sa quête de liberté artistique? Cette femme, symbole de la chanson yéyé et du cinéma français, n'a jamais pardonné à ceux qui l'ont exploitée, que ce soit dans l'industrie ou dans sa sphère intime. Son histoire, tissée de gloire et de tragédie, nous invite à explorer le prix de la célébrité dans une France en pleine mutation sociale, des années post-guerre aux échos de mai 68. Des projecteurs qui l'élevèrent au rang d'idole nationale, à ce moment décisif où elle nomma publiquement 2 figures de son passé, comme son ex-mari Éric de Lavandeira et le politicien Didier Schuller, sans entrer dans des détails sensibles, mais en soulignant la trahison personnelle qu'elle ressentit. Marie Laforêt, souvent appelée la fille aux yeux d'or, contrastait avec une réalité intérieure tourmentée, où la joie des applaudissements masquait une solitude profonde. Imaginez une voix qui charma des millions avec des titres comme « Les vendanges de l'amour », pourtant issus d'une enfance volée. Ce contraste entre l'image publique, celle d'une muse intouchable, et les blessures intimes crée une tension irrésistible. Dans son livre posthume, Nous n'avons pas d'autre choix que de croire, publié en 2020 par Michel Lafon, elle évoqua ses ombres avec une sérénité tardive, transformant sa douleur en réflexion sur la résilience humaine. Comment une icône est-elle tombée dans l'oubli partiel? Qui a confisqué sa voix, au-delà des rôles qu'on lui imposa? Ces questions nous guident vers un récit où la gloire n'est qu'un masque fragile, cachant des vérités que le temps seul révèle. Marie, avec sa beauté énigmatique et sa force intérieure, incarne ces artistes qui, après des décennies de silence, reprennent le contrôle de leur propre légende. À l'apogée de sa carrière, Marie Laforêt s'imposa comme une figure incontournable du paysage culturel français. Découverte par hasard en 1959 lors d'un concours radiophonique organisé par Europe 1, elle fit ses débuts au cinéma avec Plein Soleil en 1960, un thriller réalisé par René Clément où elle incarnait Marge Duval aux côtés d'Alain Delon. Un rôle qui captura immédiatement l'attention du public par sa grâce énigmatique. Ce film marqua le début de sa renommée, la propulsant comme une muse du cinéma français post-guerre. Rapidement, Marie se tourna vers la musique, signant avec le label Fontana et sortant en 1963 Les vendanges de l'amour, une chanson yéyé qui devint un immense succès, vendue à plus de 500 000 exemplaires. Suivirent d'autres tubes comme Viens sur la montagne en 1964, inspiré des montagnes suisses de son enfance, ou Manchester et Liverpool en 1966, curieusement adopté comme fond sonore pour les bulletins météo soviétiques, illustrant l'impact inattendu de son art. En 1967, Ivan, Boris et moi ajouta une touche espiègle à son répertoire. Dans la France des années 1960, marquée par les 30 Glorieuses et les prémices de mai 68, Marie incarnait l'idéal de la jeune femme libre, une fille aux yeux d'or, perçue comme un baume pour un pays cicatrisé. Ses apparitions télévisées, comme dans Discorama, renforçaient cette image d'ange moderne. Le public l'adorait pour sa polyvalence. Actrice dans Le Rat d'Amérique en 1963, aux côtés de Charles Aznavour, ou dans Marie Chantal contre Dr K
en 1965. Sa renommée s'étendit à l'international, avec des tournées en Italie et des prix comme le Grand Prix du disque en 1964. Elle collabora avec André Pop et Guy Béard, teignant son folk pop d'une mélancolie personnelle. Pourtant, derrière ces triomphes, les pressions émergeaient, contrats limitant sa liberté, journées épuisantes, comme elle le confia dans son autobiographie, Contes et légendes de ma vie privée, en 1981, chez Stock. Chaque note ravivait l'espoir, mais les doutes s'installaient. Derrière l'éclat de cette gloire, la face sombre de la célébrité se révéla, transformant son rêve en fardeau. Tandis que le public la voyait intouchable, les coulisses montraient une exploitation qui vole à sa liberté. Dès ses débuts, des contrats draconiens avec son manager, Judas Azuelos, la privèrent de contrôle sur finances et emploi du temps, comme évoqué dans son autobiographie de 1981 chez Stock. Cette perte se manifesta dans des relations tendues, comme avec René Clément sur Plein Soleil, où les pressions l'épuisaient. Son mariage avec Jean-Gabriel Albicoco en 1961 mélangea vie privée et professionnelle, renforçant un sentiment de confinement, confia-t-elle en 1998 à Paris Match. L'absence de vie normale était flagrante, pas de temps pour études ou amis, les tournées l'isolaient. Les pressions médiatiques exigeaient une image parfaite, loin de sa complexité arménienne et d'une enfance marquée par la guerre. En 1965, lors de la promotion de Marie-Chantal contre Dr K, les tabloïds amplifièrent les rumeurs, la forçant à la prudence. Ni l'industrie, ni sa famille ne la protégeaient, sa mère réagissant distante à ses confidences, renforçant la trahison, comme dans son livre posthume de 2020 chez Michel Lafon. Ajoutez ces 5 mariages douloureux, influencés par son entourage, illustrant comment la gloire confisquait son intimité. Tandis que sur scène, elle souriait. Les coulisses révélaient des rêves façonnés par d'autres, une tension où elle se sentait marionnette, priorisant le profit sur l'humain. Ses échappées, comme sa galerie d'art à Genève en 1980, étaient rares, mais les ombres persistaient. La grande tragédie marqua sa trajectoire comme un crépuscule sur une étoile éclatante. Vers les années 1980, les projecteurs s'éloignèrent, culminant en un scandale en 2002 sur Tout le monde en parle. France 2, Iena, Idzerorosa, Isa Numessenenezute de Luza 63, où elle évoqua tension de divorce avec Éric de Lavandera, soulignant abandon. Le public réagit avec indifférence et critique. Médias comme Libération, 23 janvier 2002, la dépeignant en marge, l'industrie muette. L'impact fut dévastateur, enfermée dans son image passée, comme confia-t-elle dans son livre de 1981. Elle se retira en Suisse, ouvrant une galerie en 1980, mais sa santé déclina vers un cancer des os en 2019, illustrant la négligence envers anciens talents, solitude amplifiée, comme dans son ouvrage posthume de 2020. Réaction contrastée, compassion des fans, sévérité des tabloïds. Marie affronta l'oubli, révélant la fugacité de la célébrité, mais trouva force dans l'écriture, bien que le vide persiste. Le moment où le silence fut rompu arriva à 58 ans, lors d'une interview pour Paris Match, 22 janvier 1998, où elle parla de son trauma d'enfance, abus enfoui 40 ans, marquant un climax émotionnel. Ce contexte, avec Philippe Berti, est diffusé sur France 2, Ina Cab Mabusue du Tiamil 439, lui permit de reprendre son histoire, nommant implicitement figure de son silence avec force contenue. Elle évoqua sa mère, réagissant distante, minimisant le secret, prolongeant l'isolement, comme dans son ouvrage posthume de 2020 chez Michel Lafon. Puis, les pressions de l'industrie, citant Manager Judas Azuelos pour contrat forcé, trahison décrite dans son autobiographie de 1981 chez Stock. Enfin, ex-mari Éric de Lavandera, divorce cristallisant pression, abordé avec retenue en 2002 sur France 2, Iena, I0 263, focalisé sur émotion.
Ses émotions étaient maîtrisées, axées sur libération, transformant douleur en résilience, touchant le public. Réactions variées, choc dans Libération, 23 janvier 2002, doute sur timing, compassion des fans pour artistes oppressés. Ce moment, lié à réflexion sur foi dans son livre final, prouva qu'une voix étouffée résonne puissamment en vieillesse. L'histoire de Marie Laforêt est un miroir pour l'industrie du divertissement, révélant fissures derrière façade. Reliant tragédies intimes à mécanismes impitoyables, réfléchissons. Et si elle traitait artistes comme humains, non produits? Sommes-nous prêts à écouter avant extinction des Lumières? Marie représente figures oubliées, enfants stars payant cher gloire éphémère. Son exemple questionne prix de renommée, perte d'autonomie, isolement, droit d'être entendu. Brisant silence via interview et écrit comme 1981 et 2020, elle rappelle résilience derrière icône. Appelons à l'empathie, insistant sur écouter, voix oubliée, pour inspirer changement, négligeant bien-être créateur. Son histoire n'est pas fin tragique, mais appelle compassion, héritage touchant cœur au-delà scène. Elle dit dans citation percutante de son livre final, « Je ne cherche pas le pardon, je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix. »